Je lève donc mon verre à François Perrin. Numéro 9 sur le terrain, mais ce soir, à cette table et dans nos cœurs, numéro 1. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Et donc toujours en cette année 1979, l'autre grand film qui a marqué, qui est peut-être celui qui a le plus marqué la carrière de Patrick Devers aux yeux du grand public, c'est bien sûr Série Noire d'Alain Corneau. On a dit beaucoup que ce film, que le personnage qu'il interprétait avait beaucoup influé sur son mental déjà fragile, parce que bon, Patrick Devers, il était à la fois fort et fragile, mais c'est un peu le cas de tout le monde. Et j'ai choisi une scène parce qu'il est impossible de ne pas parler de Série Noire. Et cette scène, vous l'avez sans doute vue, peut-être si vous ne l'avez pas vue, vous allez voir à quel point son jeu, il ne truque pas. Patrick Devers, ce n'est pas quelqu'un qui triche, ce n'est pas un truqueur. Il joue avec son âme. C'était vraiment un acteur très exigeant, qui ne choisissait pas les rôles les plus faciles. Il cherchait toujours à faire quelque chose de différent à chaque fois. Et surtout, quand il jouait, il était vraiment le personnage qu'il incarnait. Je crois que c'est vraiment très rare. Souvent, je vous dis que bon, il y a beaucoup de bons acteurs, mais c'est un jeu assez théâtral. Il y a des acteurs quand même qui sont souvent très cabots, hein, qui font un peu toujours la même chose, qui trichent un peu, qui font une interprétation du réel. Patrick Devers, pas du tout. Il est vraiment le personnage, il le vit tellement à l'intérieur. Et dans la bande-annonce de ce petit numéro, je vous disais que Patrick Devers est un exemple encore, je crois, pour les jeunes actrices et les jeunes acteurs. Il incarne quelque chose, un modèle qui est très fort, parce que justement, ce modèle vient de la vérité, de sa vérité intérieure. Et c'est très dur de montrer sa vérité intérieure. Mais c'est à ce prix, je crois, qu'on devient un véritable artiste. Et Patrick Devers, c'était un véritable artiste avec un A majuscule. Regardez Patrick Devers dans Série Noire. C'est ça la bombe, ouais. Barre-toi, ouais. Va te faire tringler chez les flics. Salope! Parfait, hein. Comme ça, je garde tout pour moi, hein. T'enverras pas un rond du fric de la vieille. Pas un rond, t'entends? Pas un rond! D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi. Tu planes, toi. Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute. C'est à cause du fric que t'es venu me chercher. Non? C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Mona, mais pourquoi? Pourquoi moi?
t'aime, Mona. Je t'aime tant. Et après cet extrait, je vous propose de retrouver Patrick Devers. Le film Série Noire a été présenté au Festival de Cannes, il a fait sensation. Patrick Devers est invité sur un certain nombre de plateaux télé, notamment celui de Michel Drucker. Écoutez Patrick Devers nous parler du tournage et de la fin du tournage de Série Noire. C'est épuisant que vous avez confié. Oui, j'étais tenu par 4 personnes, je voulais absolument me défenestrer, je m'en souviens, ça a duré 1 mois. Un mois. Ouais. 1 mois, je voulais me suicider. Vraiment? Ah, je voulais mourir. Je voulais mourir parce que j'en avais marre du métier, j'en avais marre de tout. Je pensais que jamais j'arriverais à faire un film mieux que ça. Vraiment. Vous considérez que ce film-là est pour vous le plus parfait, techniquement? Ah oui, pour moi c'est le meilleur. Ouais, pour vous c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur que j'ai fait, c'est celui où on m'a fait le plus confiance, alors c'est normal. Chaque jour me demandait beaucoup plus nerveusement. Vous savez, il y a des jours où quand on tourne, il y a des jours cool, puis il y a des jours où il faut se remuer un peu, puis il y a des jours où là, aujourd'hui, c'est pas important, on peut carrément penser à autre chose, on peut rigoler avec les copains. Là, c'était pas le cas. Là, tous les jours, il y avait. Mais c'est à cause du scénario, je veux dire, c'est à cause de ce qu'il y avait à jouer. Tous les jours, c'était très grave. Hein. Tous les jours, le film était un peu remis en question. Alors que d'habitude, sur un film, il y a 5 scènes avec pas mal de scènes autour, mais il y a 5 scènes qui sont des scènes clés. Tandis que là, tous les jours, c'était un tournant du film. Est-ce qu'on en sort intact de tous ces rôles? Moi, je pense que de toute façon, quand on fait par exemple le rôle d'un meurtrier, qu'on fait des gestes de meurtre, ben, c'est quand même des gestes qui restent. Je veux dire, c'est bon, entre tuer quelqu'un pour de vrai et tuer quelqu'un au cinéma, il y a que la mort d'une personne qui change, mais finalement les gestes sont toujours là. Moi, je pense que oui, ça doit taper un petit peu le mental. Et en 1980, Patrick Devers tourne Un mauvais fils, qui est un film de Claude Sautet, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Et il y joue un personnage qui est très proche de lui. Il y est question de problèmes de drogue, d'héroïne, c'est pas la plus simple. On connaît bien sûr Claude Sautet, qui était aussi une personnalité explosive. Contrairement, quand on voit les films de Sautet, on a l'impression que tout est calme. Il a tellement filmé la bourgeoisie dans des cafés, dans le 16e arrondissement, mais la personnalité de Sautet était à l'inverse de ce qu'il filmait. Bref, on revient à Patrick Devers, et voilà, regardez ce passage de Un mauvais fils, et dans cet extrait, on retrouve Claire Morier, très grande actrice, et Yves Robert qui a été producteur, réalisateur, qui avait laissé un peu de côté sa carrière d'acteur, et il joue le père de Patrick Devers dans cet extrait. Regardez ce film, un très grand film de Patrick Devers, Un mauvais fils. Tu sais, ton père et moi, c'est pas arrivé comme ça. Ça date pas d'hier. Ça date de quand, alors? Bien sûr, c'est les circonstances qui nous ont rapprochés. Toi, et ta mère qui perdait le goût à la vie au fil des jours. Mais j'aimais ton père bien avant. Alors vous vous cachiez? Qu'est-ce que tu cherches, là? Où tu veux en venir? Pourquoi tu m'as dit que j'étais un assassin? Que je l'avais tué parce que j'étais parti? Oui, tu étais parti. Et toi, où t'étais? Mais au nom de quoi tu me parles comme ça, toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'a demandé de revenir? Excusez-moi. Bruno! Tu peux pas partir comme ça. Relâche-moi, toi, t'es comme lui, vous êtes deux salauds. Non, retire ça, toi. Tu entends? Retire ça tout de suite, tu entends? Au début des années 80, Patrick Devers commence vraiment à devenir un acteur qui compte et une des grandes stars du cinéma français. En 1981, sort un film qui n'a pas été vraiment un grand succès, et pourtant c'était vraiment un film qui a été voulu par Patrick Devers, qui s'appelle Plein Sud. Et
On ne va pas regarder d'extrait du film, mais je vous propose de regarder une interview qui est assez amusante. Il est invité dans une émission de Pierre Tchernia qui s'appelait Jeudi Cinéma, et il nous parle de son travail d'acteur sur ce film, et vous allez voir, c'est signé Patrick Devers. De l'image du film à l'image en direct où nous sommes dans le studio, rue Cognac-Jay, et vraiment, c'est un personnage qui vous ressemble très peu physiquement. Qu'est-ce que vous avez fait? Il semble avoir une démarche qui n'est pas la vôtre, vous. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que j'ai pris la décision dans ce film-là d'avoir les pieds plats. Non, mais vous savez, de film en film, pour pas ennuyer le public, je veux dire, il faut quand même leur faire des trucs nouveaux. Alors je me suis dit, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Alors d'habitude, je trouve toujours des tics. Il y a des films où personne ne l'a vu d'ailleurs, mais où tout le long du film, j'ai un ongle peint en bleu. Parce que je sais pas pourquoi, je trouve quelque chose là-dedans qui fait que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas. Et donc, à l'aube de ces années 80, je vous disais que sa carrière allait crescendo. En 1982, sort 1000 milliards de dollars. Et c'est signé par Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est vraiment le réalisateur de l'ancienne école, de cette qualité française qu'on a tellement critiquée, pas moi en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est aussi la rencontre de deux mondes, parce que bon, Patrick Devers vient, lui, d'une culture très libertaire, c'est le Café de la Gare, c'est mai 68, hein, il a été sur les barricades, donc c'est quelqu'un qui a brisé tous les tabous, c'est le héros des valseuses. En face, le cinéma de Henri Verneuil, c'est le cinéma de papa, voire de grand-papa. Et c'est ce qui est intéressant, parce que justement, les grands acteurs ne voient que la qualité d'un film. Ils n'ont pas d'idées préconçues, ou s'ils en ont, ils vont vite s'en débarrasser. Et je vous propose pas de regarder un extrait du film, mais plutôt de voir quelques images du tournage de Patrick Devers. Il y a peu d'images où on voit Patrick Devers répéter avant de tourner, et je vous propose de regarder Henri Verneuil et Patrick Devers sur le plateau de 1000 milliards de dollars. Est-ce que Monsieur Devers est prévenu? Yes, sir. Oh, Mr. Devers himself is on the set. Yes, I do. Please, will you take my place? Yes. Bon, alors, pendant que tu tournes, mon petit Patrick, je te dirai le texte off. D'accord. Et tu tourneras. Ah bon, quand même. Bon, répétition. Attention. Et au moment où tu vas faire ça, tu déplaces le verre. Donc, nous avons strictement personnel, Madame JBL, Agence Walter. Tu tournes. Tout ça, ça sera, à partir de là, ça sera dans l'insert. Mais je te le fais tout entier pour arriver à ce plan-là maintenant. En biais comme ça, tu ouvres et tu sors ça. Et nous verrons Agence Walter, détective privé. Tu prends la première photo. Tu tournes. Agence Walter. Tu mets ta photo ici, tu glisses le tout, parce que tout ça doit être fait assez rapidement, tu peux être... Et nous reprenons ici maintenant à ce plan, au moment où tu remets l'enveloppe à l'envers, comme ceci, ici, tu fais ça, tu prends la photo, attention c'est en plastique, hein, que tu plies en deux, oui, que tu plies en deux, et au moment où tu la mets dans la poche, cap, ça s'est allumé. Vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords? D'abord, si j'étais communiste, je ne serais pas sur les bords, comme vous dites. Et puis réfléchissez, je serais journaliste à la télévision. Mais c'est vrai, mais faites un peu attention à ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. J'ai fait votre faute. Vous m'avez faute. Vous m'invitez à 4h du matin. Vous me dites qu'il est 21h de la veille, vous me collez un grand verre de whisky dans les mains, un verre de champagne. Avec j'ai quelques excuses. Vous voyez, monsieur Kerjean, quand j'étais nommé à la tête de GTI, mon prédécesseur, le vieil Adams,
me prit à part et me dit, Cornelius, faites jeter une grande société. Mais n'oubliez jamais qu'on ne peut pas être à la fois grand et être aimé. Il avait raison. Mais pourquoi je ne l'ai pas tourné? C'est sublime, Mel, c'est ça, c'est formidable. C'est formidable. Il est génial, cet homme. Attention, Patrick. Je dois dire que pendant un an, j'ai fait des mecs à côté de leur pompe, et là, maintenant, je fais un type qui va plutôt de l'avant, qui sait ce qu'il veut, et qui est buté, et qui est fort, qui est bien. J'aime bien, ça change. Vous aimez ça, changer le personnage? Ah oui, j'aime ça. C'est pour ça que vous faites ce métier? Oui, j'aime ça. Parce que j'aime bien changer de personnage. Est-ce que votre vie s'en ressent des personnages que vous jouez? Est-ce que ça vous change? Bah, ça veut dire que j'ai l'impression de vivre que quand je fais des personnages, parce que quand je ne fais pas des personnages, j'ai l'impression de ne pas savoir vraiment qui je suis. Merdant, hein. Vous vous réalisez à travers les films, finalement? Bah oui, je suis un acteur, quoi. Je suis un pauvre acteur. Et arrive le 16 juillet 1982, ce jour fatal où Patrick Devers va mettre fin à ses jours. Il était en train de préparer le tournage de Claude Lelouch édité Marcel. Vous voyez derrière moi des images tournées par Claude Lelouch la veille de la mort de Patrick Devers. Il devait y incarner Marcel Cerdan. Ce n'est pas lui qui tournera le rôle, le film se fera quand même. Évidemment, on peut imaginer que le film avec Patrick Devers aurait certainement été meilleur, bien évidemment. Et donc le 16 juillet 1982, c'est l'été, il fait une chaleur énorme. La veille, il y a eu un orage énorme sur Paris. Le temps s'est remis au beau, la pluie a balayé tout ça, et Patrick Devers s'est tiré une balle dans la tête avec un fusil qu'il avait chez lui. Et la veille, il avait donné une dernière interview à une télévision québécoise. J'ai retrouvé ces images, ça a été très dur, j'ai essayé de les arranger parce qu'elles étaient en très mauvais état. Mais vous allez voir, ça pose, je crois, toute la question du suicide. C'est une question d'ailleurs auquel il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Et la personne qui veut mettre fin à ses jours, vraiment, quand ce n'est plus un appel au secours, mais une décision de s'en aller, eh bien, n'en laisse rien paraître. Et c'est ce que vous allez voir dans cette dernière interview de Patrick Devers, qui tire sa révérence avec ce sourire qu'il avait et qui parle d'un avenir hypothétique qui se terminera le lendemain matin. Voici la dernière interview de Patrick Devers. Je peux vous proposer un pacte aussi? Ouais. Il semble qu'il va peut-être y avoir de la pluie. Ouais. On termine l'entrevue. Pluie, pas pluie, on termine ici. Ah ouais, ouais, ouais. Quoi qu'il arrive. Ah, moi, je suis pour. Moi aussi, je suis D'accord. pour. OK. Bon, bon. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez eu une journée... Oui, oui, oui. Ça va se mettre à tomber. C'est vrai, parce qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis plusieurs jours. Ouais. Aujourd'hui, et depuis plusieurs jours aussi, vous êtes à l'entraînement. Ouais. Avec une température comme celle-là, ça doit être terrible. Oui, je suis descendu à 72 kilos, monsieur. 72 kilos, vous êtes parti de... 76. 76. Et ça, c'est en combien de temps? Une semaine. Une semaine? Ouais. Bon, mais c'est pas un entraînement strictement pour perdre des kilos. Ah non, 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 c'est un entraînement pour apprendre à boxer, d'une part, et à essayer de ressembler à Marcel Cerdan sur un ring, d'autre part, ce qui n'est pas de la tarte. Parce que le tournage du film commence bientôt? Oui, le tournage commence dans 2 semaines. Bon, on peut peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne seraient pas encore au courant de ce que c'est que ce film-là. Alors, c'est un film de Claude Lelouch qui s'appelle Edith et Marcel. Et il y a 3 personnages. Edith et non, Marcel. il y a plusieurs personnages. Bon, il y a Edith Piaf et Marcel Cerdan. Ce qui leur est arrivé, moi, Claude m'a raconté, c'est pas piquer des verres. Mmh. Et puis, il y a... ils étaient très mystiques l'un et l'autre. Ouais. Et il y a Dieu. C'est le 3e. Le 3e. Ouais, ouais. Bon, ce film-là, donc le tournage commence bientôt, ça va sortir en 83, 84, peut-être? Oh, non, je crois que ça va sortir plus rapidement que ça. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va sortir
Attendez, on est en 82. 82, ouais, juillet 82. Ouais. La veille du 14 juillet. Alors en 83, il sortira. Au cours de l'an prochain. Oui, je pense. Moi, dès que je tourne pas, dès que je travaille pas, je suis chez moi, je tourne en rond, je contemple mes doigts de pied, je m'ennuie. Alors, mon métier, c'est de faire des films, mon métier, c'est de tourner. Est-ce que vous faites du cinéma pour durer très longtemps? Ben, j'aimerais bien, ouais. Il y a longtemps que vous habitez ici? Il y a 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui vous a incité à vous en venir ici? Je suis rentré par cette porte. J'ai ouvert la porte, il y avait une copine qui m'avait dit, tu sais, il y a quelqu'un qui doit s'en aller, vivre ailleurs et tout, et il voudrait bien laisser sa maison. Alors je suis allé voir, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé et j'ai dit ça à Paris. Ça n'existe pas, c'est la campagne, je sais pas, vous entendez les voitures là, vous entendez... Non, on entend un chien, on entend le tonnerre, c'est tout. Pourtant on est en plein milieu de Paris, c'est la campagne, c'est un endroit complètement rêvé. Et j'ai pas hésité une seconde, je veux dire, j'ai mis le paquet pour habiter ici. Et je vous assure que j'ai mis le paquet. Vous le vouliez? Ah oui. Et ça se voyait. Patrick, vous nous avez rendu visite une fois, je pense, oui. au Québec. Ah oui, c'était un beau pour voyage. un film, je ne me rappelle pas lequel. Ben, j'ai été présenté Coup de tête. Coup de tête. De Jean-Jacques Hano. Ouais. Et vous me disiez tantôt que vous avez gardé de bons souvenirs. Ah oui, formidable. Ah oui, j'ai trouvé que... J'ai soufflé au Québec, j'ai respiré, j'ai trouvé qu'il y avait des relations entre les gens qui étaient des relations franches, folles, contrairement à cette espèce de cérébralisme qu'il y a en France, cette espèce de cartésianisme, on réfléchit sur tout, et j'ai toujours gardé du Québec beaucoup de respect, parce que bon, bah, vous êtes le pays qui parle la même langue que nous. À peu de choses près. Quelques expressions près. Ouais. Mais enfin, moi j'avais eu même l'idée à un moment, quand j'essayais de faire des paroles de chansons et tout, d'écrire des paroles en français, puis de les envoyer à un copain québécois, puis qu'il me les traduise en langue québécoise, et puis moi j'aurais dit voilà ce que j'ai écrit. Pas mal. Il n'aurait pas eu à traduire, il a seulement eu à adapter. À adapter. Voilà, c'est ça. Patrick Devers, merci de nous avoir reçus chez vous. Alors évidemment, on pourrait imaginer ce qu'aurait été la carrière de Patrick Devers, parce que mourir à 35 ans, c'est quand même un peu jeune. Et je vous en ai parlé en début de ce numéro. Je vais vous montrer une interview de la mère de Patrick Devers, Mado Morin, qui était elle-même comédienne et avec qui, ce n'est un secret pour personne, il a entretenu des rapports pour le moins orageux. Ils en sont même venus aux mains une certaine fois. Bon, Patrick Devers, c'était quelqu'un d'assez explosif par moment. C'était un écorché vif. Et cette interview que donne Mado Morin à TF1, elle a 91 ans quand même. Hein, et regardez-la, franchement, on lui donne 20 ans de moins. Et elle parle de son fils, c'est vraiment difficile pour elle. Hein. Vous allez voir, on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'elle voudrait dire, qu'elle ne peut pas dire. Bien sûr, le nœud de tout ça, c'est ce mensonge familial. Et bien sûr, ce mensonge familial est à l'origine du mal-être de Patrick Devers. Et malheureusement, ce sont des histoires que l'on retrouve dans beaucoup de familles. Et vous allez voir que Mado Morin, malheureusement, ne peut pas réparer les choses, le mal est fait. Écoutez Mado Morin, la mère de Patrick Devers, parler de son fils. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. C'est que le suicide de Patrick, cette violence, nous a tellement tous brûlés, cassés, toute la famille, mon mari, les enfants. Notre vie a été coupée. À votre avis, pourquoi au fond du fond, il s'est suicidé? Ça remonte à la petite enfance, selon vous? Non, il est né dans le ventre d'une mère qui n'a pas cessé de pleurer pendant 9 mois. Pas cessé de souffrir pendant 9 mois. Parce que le père de Patrick n'a jamais reconnu cet enfant? Non. Non. Et vous vouliez cet enfant? Bien sûr, je le voulais. C'était l'enfant de mon amour, de mon plus grand amour. Je ne pouvais pas ne pas l'aimer, ne pas le désirer. Et vous pensez que la souffrance de Patrick a commencé là? Mais bien sûr. On sait qu'une femme enceinte qui est malheureuse, elle donne à cet enfant qu'elle porte sa douleur. J'ai pensé même au suicide. Donc pendant 9 mois, je l'ai rendu très malheureux, déjà.
C'est la première raison de son suicide. Et il a fallu donc attendre que Patrick ait 17 ans pour qu'un jour, vous lui disiez que son père n'était pas son père, c'était un autre homme que vous aviez aimé autrefois. Pourquoi vous avez attendu qu'il ait 17 ans pour qu'un jour il apprenne ça? Je n'osais pas lui en parler. Mon mari l'avait élevé, on était tous très heureux. Et comment il a pris la nouvelle? Il s'est amené tout bêtement en disant « Bon, écoute, alors, je suis au courant, alors, parle-moi de ce bonhomme qui m'a laissé tomber. » Oh, j'ai dit « Mon chéri, dis pas ça. Tu es l'enfant de l'amour, mon chéri. Tu es l'enfant du plus grand amour de ma vie. Tu dois être fier d'être cet enfant-là. » Tous les parents devraient dire la vérité à leur enfant. On ne doit pas mentir à un enfant. Et même son amour pour moi, il le cachait. À 13 ans. Beaucoup lui avoir menti, vous savez. Il m'en a voulu beaucoup. Moi, je me suis suicidée 2 fois, mais à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était un appel au secours, que je voulais mourir pour exister. Mais lui voulait vraiment mourir. Il en parlait tout le temps. Et après sa mère, il y a quand même un personnage dont je ne vous ai pas beaucoup parlé tout au long de ce numéro, et bien évidemment, on ne peut pas parler de Patrick Devers sans parler de Gérard Depardieu. Et j'ai retrouvé un document que je trouve assez émouvant. C'est vrai que Devers, Depardieu, c'est vraiment toute une époque du cinéma français. À la fin des années 70, et ces 2 acteurs, Depardieu est devenu un monstre sacré. Et il est évident que Patrick Devers serait devenu lui aussi un monstre sacré. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est ce qu'avait dit Gérard Depardieu. Il avait dit cette phrase « J'ai toujours senti la mort en lui ». Ça m'avait beaucoup ébranlé, cette histoire, il y a maintenant 40 ans. Et finalement, cette phrase qu'il avait dite, elle a été retranscrite dans un livre qu'a fait Gérard Depardieu, enfin avec un prête-plume. Et vous allez voir, il la cite dans le document que je vous propose. Et on y voit aussi Gérard Depardieu qui se rend sur la tombe de Patrick Devers. Et vous allez voir ce que dit Gérard Depardieu. Bon, c'est du Gérard Depardieu, mais il faut savoir aussi que les rapports entre Devers et Depardieu étaient quand même assez orageux par moments, de tempérament de feu. Et puis, Depardieu recevait des récompenses, il avait des Césars. Patrick Devers a été nommé plusieurs fois. Il n'a jamais eu de récompense. Ça aussi, ça l'a blessé. La vie de Patrick Devers, c'est une succession de blessures. Et on écoute Gérard Depardieu parler de son ami Patrick Devers. Patrick était quelqu'un de très douloureux. Extrêmement joyeux, mais très douloureux. Il y avait toujours quelque chose derrière lui. Je t'ai toujours connu écorché vif, grand brûlé. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser, Patrick, que si tu n'étais pas parti, c'est peut-être toi que j'aurais embrassé dans tenue de soirée. Quand j'ai su que c'était fini, je me suis dit, bah oui, quoi, rien à dire. Elle est tout de même pas surjouée comme les mauvais acteurs, et puis, je t'avoue, moi, bien en face, je m'en fous. Je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis une bête. Ça m'est égal, la mort, on connaît pas. Je suis la vie, jusque dans sa monstruosité. Voilà, j'ai essayé de vous raconter Patrick Devers à ma façon, en essayant non pas de comprendre la mécanique qui l'a conduit à se donner la mort, mais comment il a mené sa carrière, les choix qu'il a faits. C'était quelqu'un de libre. C'est tellement rare, les gens libres, qui a fait ses propres choix, qui a assumé ses choix, qui a certainement souffert, mais cette souffrance certainement était à l'origine de son talent, c'est terrible à dire. Mais quel acteur, Patrick Devers! 40 ans après sa mort, vous vous rendez compte, 42 ans après sa mort, c'est un acteur, c'est un nom qui parle encore à beaucoup de gens, et qui parle aussi à beaucoup de jeunes actrices et acteurs. Patrick Devers, il est vivant.
il est toujours vivant. C'est le nom que j'ai voulu donner à cet épisode. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je crois que Patrick Devers est toujours vivant. Son jeu, sa personnalité, absolument pas démodé. C'est Patrick Devers. Voilà. Je m'attaquais à un gros morceau en parlant de Patrick Devers parce que franchement, on peut pas parler de Patrick Devers en faisant n'importe quoi. Et j'espère que ce portrait vous aura plu. Et une fois de plus, en parlant de Patrick Devers, là je crois que c'est vraiment l'occasion de le dire, le cinéma est plus fort que la vie. À bientôt.